Imaginez-vous en train d'inspirer à plein poumon l'air salé et piquant du matin dans le port de Toulon. Devant vous se dresse la plus grande puissance militaire d'Europe, le porte-avions à propulsion nucléaire Charles de Gaulle. Un monstre d'acier de 42 000 tonnes. Et moi, le colonel Élodie Renard, lorsque j'ai mis le pied sur ce navire ce matin-là, je ne portais pas mon uniforme à 5 gallons, ni mes médailles d'honneur sur la poitrine, ni mes épaulettes gagnées dans l'Atlantique Nord. Je ne portais qu'un simple pantalon en lin couleur crème, une chemise blanche et mes cheveux ébouriffés par le vent. Pourquoi? Parce que parfois, pour trouver la plus grande faille d'un système, il faut agir comme si on n'en faisait pas partie. Parfois, pour voir le vrai visage des gens, il faut mettre son grade de côté et n'être qu'un moins que rien. Ce matin-là, quelqu'un pensait que je n'étais qu'un moins que rien. Le capitaine Martinet. Le capitaine Martinet. Un homme aussi dur que son nom, convaincu que l'ordre militaire ne se cache que dans le cirage des chaussures et le ton de la voix. S'il avait su ce jour-là, sur le pont du navire, dans ce centre de commandement sacré, que c'était le dernier matin de sa carrière, il ne m'aurait probablement pas lancé ce regard. Mais avant d'arriver à la fin de l'histoire, nous devons revenir au début, à ce moment d'humiliation. Car la vengeance n'est pas un plat qui se mange froid, mes amis. La vengeance est un art qui se cuisine avec patience, dont chaque détail est calculé minutieusement et qui est servi au moment opportun. Et moi, je n'étais pas venu sur ce navire uniquement pour réparer un système de navigation défectueux, mais pour accomplir quelque chose de bien plus grand, rétablir une hiérarchie corrompue par l'arrogance. Notre histoire a commencé par un appel téléphonique secret et urge du ministère français de la Défense. Le navire Charles de Gaulle était sur le point de participer à l'une des exercices les plus critiques de l'histoire de l'OTAN, l'opération Horizon Bleu. Mais le système NAV, le cerveau du navire, dont j'avais moi-même écrit les codes et conçu l'architecture, présentait des erreurs inexplicables. Une panne fantôme. Les ingénieurs étaient désemparés. Le système s'éteignait de manière aléatoire, perdait le cap et rendait aveugle des missiles valant des millions d'euros. L'amiral du ministère m'a dit au téléphone. La voix tremblante, Élodie, nous ne pouvons pas attendre les procédures officielles. Ce navire prendra la mer demain. Je veux que vous alliez là-bas et que vous résolviez le problème. Mais à une condition, personne ne doit savoir que vous êtes la directrice du département de la guerre cybernétique. Vous irez sous le couvert d'une technicienne civile. C'est la seule façon de savoir si le problème est dû à un sabotage interne ou à une erreur technique. J'ai accepté. Parce que le Charles de Gaulle était mon bébé. J'avais créé ce système. Et je ne pouvais pas laisser quelqu'un jouer avec mon navire. Il était 7h30 quand je suis monté à bord. Le personnel de pont travaillait d'arrache-pied. Le bruit des moteurs des jets, le cliquetis des chaînes et cette forte odeur de kérosène. Pour moi, c'était l'odeur de la maison. Je n'avais qu'une petite trousse à main et une simple carte jaune autour du cou sur laquelle était inscrit visiteur technicien. Une carte jaune. Le bas de l'échelle hiérarchique. Alors que même le personnel d'aide de nettoyage du navire avait une carte bleue. La carte jaune signifiait personnel extérieur, insignifiant, temporaire. En montant les escaliers métalliques étroits qui menaient au pont, c'est-à-dire au cerveau du navire, mon cœur ne battait pas plus fort. Au contraire, j'étais glacé. C'était le résultat de nombreuses années de concentration professionnelle. Mon seul objectif était d'entrer dans la salle des serveurs principaux et de trouver cette maudite erreur. La porte automatique s'est ouverte en sifflant et je suis entré sur le pont. La vue était fascinante. Les vitres panoramiques offraient une vue imprenable sur la Méditerranée, et des dizaines d'officiers exécutaient silencieusement leurs ordres devant leurs écrans. L'atmosphère à l'intérieur était si tendue qu'on aurait dit qu'une simple étincelle aurait suffi à la faire exploser. Et au milieu, juste à côté du siège du capitaine, se tenait cet homme, les mains derrière le dos, regardant par la fenêtre. Le capitaine Martinet. Il tournait le dos, mais la tension se lisait sur ses épaules. Il criait après l'officier de navigation. « Ne me donnez pas d'excuses, lieutenant. Ce système doit fonctionner. Si demain, lorsque l'amiral viendra sur le navire, je vois le mot erreur s'afficher sur les écrans, je vous enverrai dans le phare le plus reculé du Pacifique, vous m'avez compris ?» La voix du lieutenant tremblait, « Mais monsieur, il y a une incohérence dans le logiciel, une intervention extérieure. Je me fiche du logiciel. » Rugit Martinet. En se retournant, il m'aperçut. « Je voudrais figer cet instant. Vous est-il déjà arrivé, alors que vous étiez en réalité la personne la plus compétente, la plus informée et la plus puissante dans cette pièce, d'être traité comme un insecte simplement à cause de votre tenue vestimentaire, de votre âge, de votre sexe? Avez-vous déjà senti, dès le premier regard, que quelqu'un vous classait dans la catégorie des personnes sans valeur? Si la réponse est oui, cette histoire est pour vous. Gardez cette colère que vous ressentez en ce moment, car dans un instant, elle sera notre carburant pour démolir l'arrogance du capitaine Martinet.
Et si vous aimez ce genre d'histoire de justice, vérifiez dès maintenant si vous êtes abonné à la chaîne, car je ne veux laisser personne derrière moi dans cette aventure. Martinet m'a dévisagé de la tête aux pieds. Son regard s'est arrêté sur ma chemise blanche repassée, mon visage sans maquillage et, surtout, sur la carte de visite jaune. Autour de mon cou, son visage a affiché un mélange de dégoût et de mépris. C'était comme si un chien errant était monté sur le pont. « Qui est ce ?» demanda-t-il, non pas à moi, mais au sous-officier à côté de lui. Depuis quand le pont est-il devenu un lieu de promenade pour les civils? J'ai pris une profonde inspiration. En gardant mon calme, j'ai fait un pas en avant. Ma voix était claire et professionnelle. « Bonjour capitaine. Je m'appelle Élodie Renard. Je suis envoyée par le ministère. Je suis ici pour examiner la panne du système de navigation. » Je n'avais pas fini ma phrase. Il leva la main pour me faire taire. Ce geste était si humiliant que, l'espace d'un instant, je sentis mes ongles s'enfoncer dans la chair de ma paume. « Le ministère ?» dit-il en riant avec mépris. « Ah, encore une de ces entreprises civiles sous-traitantes. Écoutez-moi, jeune fille, nous ne sommes pas dans un salon technologique. Nous sommes sur le navire amiral de la France. Nous n'avons pas le temps de jouer à vos jeux sur votre tablette. Capitaine, je suis consciente de la gravité de la situation. » dis-je sans élever la voix. L'erreur dans le système, c'est une erreur dans le code. Ne me donnez pas de leçons, s'écria-t-il soudainement. Sa voix résonna sur tout le pont. Tout le monde, les opérateurs radars, les timoniers, tout le monde était figé, les yeux rivés sur nous. Le capitaine Martinet, tel un acteur devant son public, se mit à marcher vers moi. « Vous, les civils, vous êtes tous les mêmes, » dit-il en se penchant vers moi. Son haleine sentait le café et le cigare cher. Vous lisez quelques livres, vous obtenez des diplômes prestigieux, et vous pensez savoir comment les choses fonctionnent dans le monde réel. J'ai passé 20 ans en mer. Quand des stagiaires comme vous jouaient avec de la pâte à modeler à la maternelle, je commandais des navires dans les tempêtes. Stagiaire. Il avait pris pour une stagiaire. La plus jeune colonelle de la marine française. Fondatrice du service de guerre cybernétique, Élodie Renard. Qui avait mené des opérations sur 3 continents. Le volcan qui sommeillait en moi était sur le point d'entrer en éruption. J'avais tellement envie de sortir ma carte d'identité de mon sac, de la jeter sur la table et de voir son visage rougir et pâlir. J'avais envie de lui crier « Je suis le supérieur de ton supérieur, espèce d'imbécile !» Mais je ne l'ai pas fait, car mon côté analytique a pris le dessus. Le capitaine Martinet n'était pas seulement grossier, il avait peur. Il était terrifié de ne pas pouvoir contrôler le système, de ne pas pouvoir résoudre le problème, et il masquait sa peur derrière un masque de colère. Si je révélais mon identité maintenant, il reculerait, effrayé, mais n'admettrait jamais son erreur. Je devais le prendre en flagrant délit, alors qu'il était en train de connaître son erreur. Je devais le piéger dans son propre orgueil. Je l'ai regardé dans les yeux. Il n'y avait pas la moindre trace de peur dans mes yeux bleus glaciers. Cela l'a rendu encore plus furieux. « Sortez d'ici », dit-il entre ses dents. « Capitaine, si je ne vérifie pas le système maintenant, pendant l'exercice qui approche, je t'ai dit de sortir. » Rugit-il. « Garde !» Les 2 marines qui se tenaient à la porte entrèrent avec hésitation, mais me avaient honte. Traiter ainsi une femme, une technicienne civile, n'était pas digne de l'honneur d'un officier français. Mais un ordre était un ordre. « Cette dame !» dit Martinet en crachant presque le mot, « accompagnez-la jusqu'à la sortie du navire. Et si elle remet les pieds sur le pont, voire dans le quartier des officiers, jetez-la en prison pour espionnage. » L'un des soldats me toucha doucement le bras. « Madame, s'il vous plaît, » murmura-t-il. Martinet se retourna et continua à regarder par la fenêtre, tel un commandant victorieux. « Apportez-moi un café, dit-il, et redémarrez ce fichu système. Je n'ai pas le temps de m'occuper des bêtises d'un stagiaire. » Alors qu'on me faisait sortir du pont, je jetai un dernier regard en arrière. La posture droite du capitaine, sa fausse assurance. À cet instant, j'imaginais dans ma tête, comme sur un échiquier, comment son destin allait se dérouler. Lorsque nous sommes entrés dans l'ascenseur, le jeune soldat à côté de moi m'a regardé avec un air désolé. « Excusez-moi, madame, a-t-il dit. Le capitaine est un peu tendu aujourd'hui. » J'ai souri, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le sourire d'un prédateur qui a repéré sa proie. « Ce n'est pas grave, soldat. » ai-je répondu calmement. « Le capitaine a raison. Ce n'est pas un terrain de jeu ici. Et la récréation est bientôt terminée. » Le soldat ne comprit pas ce que je voulais dire. Mais moi, je le savais. En me chassant du pont, le capitaine Martinet pensait simplement se débarrasser d'une technicienne. En réalité, il venait de signer son arrêt de mort. Car cette femme qu'il appelait stagiaire était la déesse numérique de ce navire. Et Dieu allait bientôt montrer sa colère. Il pensait me jeter hors du navire, mais je n'avais même pas encore commencé. Descendre, changer mes vêtements civils et revêtir mon autre.
Identité cachée dans ma valise ne me prendrait que 15 minutes. Mais ce qui allait se passer pendant ces 15 minutes? Ah, c'est là que le vrai plaisir allait commencer. Car il ne restait que 45 minutes avant le début de l'exercice et Martinet, en redémarrant, le système avait en fait lui-même retiré la goupille de la bombe à retardement. Maintenant, si vous êtes prêts, descendons dans ma cabine pour voir comment cette arrogance s'est transformée en un immense effondrement. En entrant dans ma cabine, j'ai verrouillé la porte derrière moi. Ce clic métallique n'était pas seulement la fermeture d'une porte pour moi, mais le début d'une transformation. J'entendais les bruits de pas des soldats qui couraient dans le couloir à l'extérieur. Les vibrations des énormes moteurs du vaisseau résonnaient sous mes pieds. Mais dans mon esprit, seule la dernière commande du capitaine Martinet résonnait: redémarrer le système. Ah, Martinet, si tu avais su que j'avais intégré un protocole de sécurité dans le code que j'avais écrit, tu aurais préféré te couper la langue plutôt que de donner cet ordre. Il me prenait pour un stagiaire, n'est-ce pas? Un simple technicien chargé de vérifier les câbles. Or j'étais l'architecte qui avait conçu le système nerveux de ce vaisseau. Et le système NAV, c'est-à-dire le système de navigation, n'était pas un ordinateur ordinaire. C'était un organisme vivant, capable d'apprendre. Martinet a commis une erreur fatale sans comprendre pourquoi le système avait échoué. Il a pensé pouvoir résoudre le problème par la force brute, c'est-à-dire en l'éteignant puis en le rallumant. Mais dans ma conception, si le système détectait une intervention extérieure ou une incohérence et était redémarré de force, il se mettait en mode quarantaine. Cela signifiait que tous les capteurs, radars et systèmes de ciblage du vaisseau étaient complètement aveugles. Donc, à ce moment-là, pendant que j'appuyais sur ces boutons, l'apocalypse devait se dérouler sur le pont. Imaginez maintenant ce pont. Les écrans s'éteignent les uns après les autres. Les voyants d'alarme rouge commencent à clignoter. Les radars auxquels il fait en confiance n'affichent que des parasites. Et le capitaine Martinet, cet homme arrogant, le front couvert de sueur froide, crie au technicien: qu'avez-vous fait? Rétablissez-le. Rétablissez l'image. Mais ils ne peuvent pas. Parce que j'ai la clé. Et la clé est dans cette cabine, en train de se préparer avec moi. J'ai retiré mon pantalon en lin. À la place, j'ai enfilé le pantalon blanc impeccable de la marine française. J'ai mis ma ceinture. C'était autour de la veste. Cette veste, ce n'est pas seulement du tissu et du fil. Sur ma poitrine gauche, j'ai accroché ma médaille de la Légion d'honneur, la plus haute distinction française. Je l'ai reçue des mains du président pour avoir déjoué à moi seul une cyberattaque dans l'océan Indien. J'ai placé juste à côté la médaille du mérite maritime. Et sur les épaules, j'ai mis les épaulettes lourdes, brodées d'or à 5 bandes, de colonel. À chaque fois que je mettais un élément, la femme que le capitaine Martinet appelait stagiaire s'effaçait un peu plus. Quand je me regardais dans le miroir, ce n'était plus Élodie Renard que je voyais. C'était le colonel Renard, le chef du département de la guerre cybernétique, et l'officier le plus haut gradé de ce navire, à l'exception de l'amiral. Parfois, la vie vous amène à un point où vous devez renverser la table pour obtenir le respect que vous méritez. Peut-être au travail, peut-être dans votre famille, peut-être dans une relation. Quelqu'un vous méprise constamment, vous vole vos idées ou vous fait sentir insuffisant. Ressentez-vous la même puissance que moi en ce moment? Ce n'est pas seulement un uniforme. C'est la concrétisation du travail, de la connaissance et de la patience. Si vous aussi, vous voulez revêtir une telle armure contre ceux qui vous rabaissent dans votre vie et prendre le pouvoir, vous êtes au bon endroit. Cette histoire vous montrera comment utiliser ce pouvoir. Et croyez-moi, ce que je vais faire dans quelques instants, ce ne sera pas seulement une réparation du système. Ce sera une exécution de l'ego. Derrière la porte, une voix jeune cria: Madame. Madame Renard. Vous êtes là? La voix m'était familière. C'était le jeune soldat qui m'avait fait descendre. Sa voix était paniquée. J'ai ajusté le devant de ma veste. J'ai mis ma casquette, ma cape, sur ma tête. J'ai jeté la carte jaune visiteur à la poubelle. J'ai ouvert la porte. Le jeune soldat est resté figé devant le spectacle qui s'offrait à lui. Sa main est restée en l'air. Son regard s'est posé sur mes épaulettes, puis sur mes médailles, avant de se poser sur mon visage. Il est devenu blanc comme un linge. Il a eu le souffle coupé. Madame, fut tout ce qu'il parvint à dire. Puis il se ressaisit immédiatement, claqua des talons et se mit au garde-à-vous. Colonel, sa voix tremblait. Pardonnez-moi, je ne vous ai pas reconnu. Votre tenue. Du calme, soldat, dis-je. Ma voix n'était plus celle d'un technicien. C'était celle d'un commandant. Faites votre rapport. Le soldat déglutit. Colonel, le pont. Il est complètement en proie au chaos. Le système de navigation est en panne. Le navire est aveugle. L'hélicoptère de l'amiral atterrira dans 10 minutes, mais le navire ne peut pas virer dans le sens du vent. Le capitaine Martinet,
Le capitaine prétend qu'il s'agit d'un sabotage et a ordonné l'arrestation de tout le personnel civil à bord. Je suis venu vous chercher, enfin, pour vous arrêter. J'ai esquissé un léger sourire, un sourire froid et dangereux. Vous êtes donc venu m'arrêter, dis-je en m'engageant dans le couloir. Alors ne faisons pas attendre le capitaine. Mais je pense que la personne chargée d'exécuter l'ordre d'arrestation va changer. Je me mis à marcher dans le couloir. Le jeune soldat me suivait à grands pas. À chaque porte que nous franchissions, les officiers que nous croisions restaient d'abord stupéfaits, puis, remarquant mon grade, s'écartaient pour me saluer. L'atmosphère du navire avait changé. La femme civile avait disparu, remplacée par la propriétaire du navire. Nous sommes montés dans l'ascenseur. Alors que cette boîte métallique montait vers le pont, l'adrénaline qui m'habitait a laissé place à une concentration pure. Que faisait Martinet à ce moment-là? Il cherchait probablement une victime à qui faire porter le chapeau. Et il pensait que cette victime, c'était moi. L'indicateur d'étage de l'ascenseur clignotait. 3, 2, 1. Lorsque la porte s'est ouverte, la première chose que j'ai entendue, ce sont les cris de Martinet. Trouvez cette femme. Trouvez cette maudite stagiaire et ramenez-la ici. C'est à cause d'elle. Elle a touché les câbles. Je fermai les yeux, pris une profonde inspiration et sortis de l'ascenseur. La partie est terminée, capitaine. Le cours a commencé. Lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes en coulissant vers les côtés, le pont ressemblait à un champ de bataille. Non, je n'exagère pas. C'était vraiment un champ de bataille, mais l'ennemi n'était pas à l'extérieur, il était à l'intérieur. Les lumières rouges d'urgence accentuaient encore davantage la sueur et la peur sur les visages des gens. Dizaines d'alarmes retentissaient en même temps, leur son aigu me perçait les oreilles. L'atmosphère calme et professionnelle avait disparu, laissant place à une foule en proie à la panique. Et le chef d'orchestre de ce chaos était le capitaine Martinet, qui se tenait au milieu. Il me tournait le dos, mais je pouvais entendre sa voix malgré le bruit assourdissant des alarmes. Il criait dans un téléphone, probablement dans le bureau de l'amiral. « Monsieur, nous sommes attaqués. C'est un sabotage !» criait-il. Un civil s'est infiltré. Oui, cette femme. Elle a bloqué le système et s'est enfuie. Dès que je l'aurai trouvée, je la traduirai en cour martiale. Je fis un pas. Le bruit sourd de mes talons frappant le sol métallique couvrait étrangement les alarmes. Ou peut-être était-ce le silence provoqué par l'officier de service près de l'ascenseur qui m'avait vu et retenait son souffle. Le radariste, tout au fond, m'a remarqué le premier. Son regard s'est arrêté sur les 5 larges bandes dorées de mes épaulettes. Puis ce fut le timonier à côté de lui. Puis l'officier de communication. Comme une vague. Le silence se propagea de l'arrière vers l'avant. Ceux qui criaient se sont tus. Ceux qui couraient se sont arrêtés. À l'exception du capitaine Martinet. Il était toujours occupé à hurler ses mensonges au téléphone. Je peux donner l'ordre de le tuer pour la sécurité du navire, monsieur, c'est un acte de trahison. Capitaine Martinet. Ma voix n'était pas forte. Je n'ai pas crié. J'ai simplement prononcé son nom. Mais le ton de ma voix ressemblait davantage à un jugement qu'à un ordre. Martinet, furieux d'avoir été interrompu, se retourna brusquement. Je t'ai dit de fermer ta putain de gueule, lieutenant. Sa phrase resta en suspens. Ses yeux. Je n'oublierai jamais l'expression de ses yeux. La colère s'est transformée en stupéfaction, la stupéfaction en peur, et la peur en terreur. Son cerveau avait du mal à assimiler ce qu'il voyait. Devant lui se tenait la femme qu'il avait renvoyée 45 minutes plus tôt en la traitant de stagiaire. Mais cette femme n'était plus la même. Mon uniforme blanc de colonel brillait sous les lumières rouges du pont. Les médailles sur ma poitrine racontaient des histoires qu'il n'aurait jamais pu imaginer au cours de sa carrière. Et le grade sur mes épaules. Ce grade qui criait que j'avais le pouvoir de lui donner des ordres, de le démettre de ses fonctions, voire de le jeter par-dessus bord. Le téléphone lui échappa des mains. Il tomba par terre, près de ses bottes, se balançant au bout de son cordon. « Vous » fut tout ce qu'il parvint à dire. Sa voix n'était qu'un murmure. « Vous, qui êtes-vous » Je m'avançai vers lui. À chaque pas, le personnel entre nous s'écarta comme si la mer Rouge s'était ouverte en deux. Personne n'osait même faire le salut militaire, tant le choc était grand. Je me suis arrêté juste en face de lui. Il n'y avait qu'un demi-mètre entre nous. Il sentait la sueur, tandis que je dégageais une froide détermination. Je suis le colonel Élodie Renard. Dis-je sans le quitter des yeux. Je suis chef du service de cyberdéfense et de guerre numérique de la marine française. Et je me suis légèrement penché vers lui et j'ai baissé la voix pour qu'il soit le seul à m'entendre. Il y a 45 minutes, celle que vous avez méprisée en la traitant de stagiaire. Et en lui disant jouer avec votre pâte à modeler. Le visage de Martinet devint livide. Ses lèvres tremblèrent. Il voulut dire quelque chose, se défendre, s'excuser. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Car à cet instant, il comprit. Il n'avait pas seulement insulté un supérieur hiérarchique.
Il avait renvoyé le sauveur du navire et provoqué ce chaos. À cet instant où l'orgueil d'un homme lui coupait le souffle comme un os coincé dans la gorge. J'aurais donné des années de ma vie pour voir cela. Mais notre travail n'était pas terminé. Ce n'était que le début. Martinet déglutit, essayant de se ressaisir. Avec le réflexe acquis au fil des ans, il choisit d'attaquer plutôt que d'admettre son erreur. C'est toujours ce que font les imbéciles, n'est-ce pas? Quand ils sont acculés, ils essaient de mordre. Colonel. Le fait que vous soyez colonel ne change rien, dit-il en essayant d'élever la voix, même si celle-ci tremblait. Vous êtes venu en civil. Vous avez caché votre identité. C'est contraire aux procédures. De plus, c'est vous qui avez perturbé le système. À partir du moment où vous avez touché ce câble, je l'ai interrompu. Mais cette fois-ci, pas avec des mots, mais avec des gestes. J'ai levé la main et je l'ai poussé légèrement sur la poitrine, sous son uniforme auquel il accordait tant de confiance. Ce n'était pas une poussée violente, mais elle était si inattendue et si autoritaire que Martinet a dû reculer de 2 pas. Il a trébuché. Il a failli tomber. Écartez-vous de mon chemin, capitaine, ai-je dit. Je dois utiliser mon intelligence pour redonner la vue à ce vaisseau aveuglé par votre ego. Je me suis retourné et me suis dirigé vers le panneau de contrôle principal. Le personnel observait la scène avec horreur. C'était la première fois qu'il voyait un capitaine être physiquement repoussé sur son propre pont. J'ai entendu Martinet crier derrière moi. Vous ne pouvez pas me toucher. Je suis l'officier de navigation de ce navire. Je ne peux pas vous laisser toucher ce panneau. Garde, arrêtez le colonel. Les 2 marines sur la passerelle se regardèrent. L'un regarda le capitaine, l'autre me regarda. Et puis, ce moment extraordinaire se produisit. Les marines ne bougèrent pas. Martinet est devenu fou. Je vous ordonne de l'arrêter. J'atteignis le panneau. Je posai mes mains sur la surface métallique froide. Je vis mon reflet dans les écrans éteints. Je me suis retourné et j'ai jeté un dernier regard à Martinet. Les soldats savent à qui ils doivent obéir, capitaine, dis-je calmement. Ils n'obéissent pas au grade, mais à la compétence. Et en ce moment, dans cette pièce, je suis le seul à pouvoir réparer ce système. Maintenant, tais-toi et regarde comment un stagiaire fait son travail. Mais cette histoire n'est pas seulement une histoire de réparation, mes amis. Martinet avait une autre raison de dire je ne peux pas vous laisser faire. Sa crainte n'était pas seulement que son erreur soit révélée. Quand j'ai fait passer le système du mode sécurisé au mode diagnostic, il savait aussi quelles seraient les premières données qui s'afficheraient à l'écran. Et ces données ne seraient pas seulement un rapport de panne technique. Ces données allaient constituer la preuve numérique des manigances secrètes de Martinet à bord de ce navire au cours des 6 derniers mois. De l'argent qu'il avait détourné et de ses négligences, en réparant le système. Je rédigeais en fait son arrêt de mort. Le premier voyant vert s'est allumé à l'écran. Démarrage du système. Martinet retint son souffle. Il fit un geste vers moi. Non, n'ouvrez pas ces fichiers. C'est à ce moment-là que la véritable bataille commença. Le cri de Martinet n'ouvrez pas ces fichiers était un aveu. Pourquoi un innocent aurait-il peur pendant la réparation d'un système? Quand il s'est précipité vers moi, l'atmosphère sur le pont est devenue glaciale. En une seconde, nous allions assister à l'agression physique d'un capitaine français contre un colonel. Mais il avait oublié une chose, je n'étais pas seulement un programmeur. J'étais un soldat ayant suivi une formation sur le terrain. Je n'ai pas intercepté sa main tendue vers moi. Ce n'était pas nécessaire. J'ai simplement détourné mon regard de l'écran, je l'ai regardé avec un regard glacial et j'ai dit un seul mot, essayez donc. Ce mot est resté suspendu dans l'air. Un ordre, une menace et un défi. À ce moment-là, l'un des marines derrière moi a déverrouillé son arme. Ce clic métallique a fait sauter le dernier fusible dans le cerveau de Martinet. Il s'est arrêté. La main en l'air, le visage rouge de colère, il a reculé en tremblant. Ses propres soldats avaient pointé leurs armes sur lui. Car tout le monde avait compris, sur ce pont, la chaîne de commandement avait changé. Je me suis retourné. Les données qui défilaient à l'écran étaient pour moi comme une partition musicale. Et il ne m'a fallu que 30 secondes pour trouver la note fausse que je cherchais. Écoutez, c'est très important. Les systèmes de navigation ne tombent pas en panne sans raison. Surtout ceux que j'ai écrits. En regardant les codes d'erreur à l'écran, j'ai vu que le système n'avait pas perdu son chemin, mais qu'il avait été aveuglé. Quelqu'un avait essayé d'effacer les journaux du système, c'est-à-dire sa mémoire. Pourquoi? Intéressant. Ai-je dit à voix haute, pour que tout le monde m'entende. Capitaine Martinet, d'après les journaux du système, 450 000 € ont été dépensés au cours des 6 derniers mois au titre des pièces de rechange. Dans le budget de maintenance. Mais le système indique que ces pièces n'ont jamais été installées sur le navire. Un silence de mort s'est abattu sur la passerelle. Martinet est devenu livide. C'est une erreur logicielle. Balbutia-t-il. Le système est défectueux et génère des rapports erronés. C'est pour cela que nous vous avons appelé.
Je souris. Vraiment? Eh bien, si le système est défectueux, est-ce aussi une erreur logicielle que le fait que la société Marseille Maritime Consulting, à laquelle cet argent a été transféré, soit une société écran portant le nom de jeune fille de votre épouse? Boum! J'avais lâché la bombe. Je ne réparais pas seulement le navire, mais aussi sa vie. En le démantelant, bien sûr. Le personnel se regardait, sous le choc. Le capitaine Martinet avait détourné le budget d'entretien du navire et, pour le dissimuler, avait désactivé les protocoles de sécurité du système de navigation, rendant ainsi le navire aveugle. Ce qu'il appelait une panne était en fait un effet secondaire de son vol. Mensonge? Cria Martinet, la voix cassée. Cette femme est une espionne. Elle a piraté le système. Elle a elle-même saisi ses données. Je raconterai tout à l'amiral quand y arrivera. L'amiral? Dis-je en tapant la dernière commande. Ah oui. L'amiral. J'ai appuyé sur la touche entrée. À ce moment-là, toutes les lumières rouges d'alarme du vaisseau s'éteignirent simultanément. Les sirènes stridentes se turent. À leur place, on entendit la voix féminine douce et apaisante provenant de l'ordinateur central, système en ligne. Route calculée. Cible verrouillée. Les écrans s'illuminèrent. Les radars se mirent à tourner. Les yeux aveugles du navire s'étaient ouverts. Le timonier regarda l'écran devant lui, incrédule. Colonel, s'écria-t-il avec enthousiasme. Le contrôle est revenu. La route fonctionne avec une précision de 100%. Le navire répond. Je pris une profonde inspiration et me tournai vers Martinet. Comme vous pouvez le voir, capitaine, lui dis-je, je n'ai pas perturbé le système. Je l'ai réparé. Et ce faisant, j'ai également révélé vos secrets inavouables. Martinet ne pouvait plus parler. Il regardait autour de lui comme un rat acculé dans un coin. Il n'avait nulle part où s'enfuir. Nous étions en pleine mer. Mais le spectacle ne faisait que commencer. De l'extérieur, on entendait le bruit d'une hélice qui se rapprochait et qui ressemblait à un coup de tonnerre. Les vitres tremblaient. L'officier radio ajusta son casque et cria avec excitation: Colonel, le Blue Eagle demande l'autorisation d'atterrir. L'amiral débarque sur le navire. Je visse les genoux de Martinet trembler. À ce moment-là, voir cet homme arrogant rapetisser, voir son ego démesuré s'évanouir comme une bulle de savon. Cela n'avait pas de prix. Je m'approchai de lui. Je me mis tout près de son oreille. Vous aviez dit que vous alliez tout raconter à l'amiral, n'est-ce pas? Lui et je murmurai. Vous avez de la chance. L'amiral est en train de monter dans l'ascenseur, et il est accompagné du procureur militaire. Les yeux de Martinet sont sortis de leurs orbites. Le procureur? Oui, répondis-je en essuyant la petite poussière sur son col. C'est moi qui l'ai appelé. Tu te souviens de la petite tablette que j'avais apportée? Celle que tu appelais ton jouet. Je ne me suis pas contenté d'analyser le système avec cette tablette. J'ai également transmis toutes les preuves au ministère et au procureur militaire. Pendant que tu essayais de me renvoyer, je préparais ton mandat d'arrêt. C'est ce qu'on appelle l'échec stratégique. Pendant que votre adversaire s'occupe de son pion, vous avez déjà planifié votre échec et mat. Que faites-vous lorsque vous surprenez des gens qui vous mentent et essaient de vous tromper? Les confrontez-vous immédiatement ou attendez-vous, comme moi, d'avoir réuni suffisamment de preuves? J'aimerais connaître vos tactiques dans les commentaires. Les portes du pont se sont ouvertes une fois de plus. Mais cette fois-ci, ce n'était pas moi qui arrivais, avec le vent qui s'engouffrait à l'intérieur. Un homme d'une 60aine d'années, au regard sévère et aux épaules ornées d'étoiles, est apparu. L'amiral Bernard, commandant de la marine. Et juste derrière lui, le procureur militaire, un sac noir à la main. Le regard de l'amiral s'est d'abord posé sur Martinet, puis sur moi. Son visage reflétait le calme avant la tempête. Faites votre rapport, dit l'amiral. Sa voix était 1000 fois plus effrayante que les cris de Martinet. Martinet s'avança. Un dernier sursaut. Amiral, cette femme a saboté le navire. J'ai essayé de l'en empêcher, mais... L'amiral leva la main. Martinet se tut. L'amiral se tourna vers moi. Colonel Renard, le vaisseau est-il prêt pour l'opération? Prêt, amiral, répondis-je d'une voix claire. Le système de navigation a été réparé. Cependant, des parasites biologiques ont été détectés dans le système. L'amiral haussa les sourcils. Dame parasite biologique? Oui, monsieur, répondis-je en désignant Martinet du doigt. Il se tient juste devant vous. À ce moment-là, l'atmosphère sur le pont changea complètement. Martinet était arrivé au bout du chemin, mais il n'allait pas abandonner si facilement. Il essaya de sortir quelque chose de sa poche. Comme tout le monde, j'attendais avec impatience de voir ce qu'il allait sortir. Une arme? Dame pilule pour se suicider? Ou un couteau? Mais même dans ce moment de panique, Martinet s'est comporté davantage comme un commerçant que comme un soldat. Ce qu'il sortit de sa poche était une clé USB noire cryptée. Cette clé était la clé Cold Wallet, qui donnait accès à tous les comptes de la société Écran à Marseille.
Je pouvais voir la panique qui l'envahissait. Son raisonnement était défaillant. Il pensait qu'en détruisant cette clé physique, ses crimes numériques disparaîtraient également. Il leva la main et, de toutes ses forces, jeta la clé sur le sol métallique et tenta de l'écraser avec son talon. Pas de preuve, pas de crime, a-t-il crié d'une voix chevrotante. Ah, pauvre Martinet. Il avait oublié que nous vivions à l'ère de la technologie, avant que la mémoire ne tombe et ne se brise. Les 2 gardes en civil qui accompagnaient le procureur militaire se jetèrent sur lui comme des panthères. Les bottes de Martinet ne touchèrent même pas le sol. Il fut attrapé en plein vol, son bras fut plié en arrière et son visage fut plaqué contre le sol métallique qu'il venait de souiller. « Lâchez-moi. Je suis le capitaine de ce navire », criait-il, mais sa voix était désormais étouffée. L'amiral Bernard n'avait pas bougé d'un pouce. Il avait simplement incliné légèrement la tête sur le côté pour observer cette scène pitoyable. Puis il se tourna vers moi. « Colonel Renard, dit-il d'une voix si calme qu'elle aurait pu faire fondre des glaciers, qu'est-ce que le capitaine essayait de détruire ?» Je me suis lentement baissé. J'ai ramassé la clé USB noire qui se trouvait parmi les bottes des soldats. « Voici, amiral. » dis-je en levant la clé USB pour que tout le monde puisse la voir. Le plan de retraite du capitaine. La clé d'accès aux 450 000 € qu'il a détourné du budget de maintenance de la marine. Puis je me suis tourné vers Martinet, l'homme allongé sur le sol. « Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, capitaine. Je suis expert en cybersécurité. Avant même que vous ne sortiez cette clé de votre poche, j'avais déjà piraté les serveurs de la société Écran, bloqué l'argent et sauvegardé tous les enregistrements de transfert sur les serveurs du parquet. Ce que vous avez cassé n'était qu'un morceau de plastique valant 10 €. La dernière lueur d'espoir dans les yeux de Martinet s'éteignit à cet instant. Il n'avait plus la force de crier, de protester. Il se contenta de gémir. L'amiral Bernard s'approcha lentement de Martinet. « Capitaine Philippe Martinet, » dit-il d'une voix aussi grave que celle d'un juge. « Vous êtes arrêté pour avoir bafoué l'honneur de la marine française, l'honneur de l'uniforme et la vie des 2000 membres d'équipage de ce navire. Vous êtes accusé de trahison, de détournement de fonds et de sabotage. » Il fit ensuite signe au procureur. « Emmenez-le, et retirez-lui ses insignes lorsqu'il débarquera du navire. Il ne mérite pas ce grade. » 2 marines ont aidé Martinet à se lever. Ses mains étaient menottées dans le dos. L'homme qui se tenait droit et regardait tout le monde de haut avait disparu, remplacé par un homme aux épaules affaissées et vieillies. Alors que nous étions entraînés vers l'ascenseur, ils se sont arrêtés juste à côté de moi. Martinet a levé la tête et m'a regardé. Il n'y avait plus de haine dans ses yeux, seulement une pure surprise. « Vous, » murmura-t-il. « Vous ne sembliez être qu'un stagiaire. » Je me suis approché de lui. Mon visage n'exprimait ni ivresse de la victoire ni colère, seulement la dure réalité. « C'est justement le problème, Philippe, dis-je. » C'était la première fois que je l'appelais par son prénom, sans mentionner son grade. « Tu as jugé les gens sur leur apparence, sur leur étiquette. Tu n'as jamais cherché à savoir ce qu'ils savaient, ce dont ils étaient capables. Oui, j'avais l'air d'un stagiaire. Mais toi aussi, tu avais l'air d'un commandant. Nous n'étions pas ce que nous semblions être. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai porté le coup de grâce. Je suis celui qui a sauvé ce navire. Toi, tu as essayé de le couler. Maintenant, va lire beaucoup de livres à la bibliothèque de la prison. Peut-être qu'à l'avenir, tu apprendras à ne pas juger les gens sur leur apparence. » Lorsque les portes de l'ascenseur se refermèrent sur le visage dévasté de Martinet, un profond silence s'installa sur le pont. Ce n'était pas un silence de peur. C'était un silence de soulagement. Comme lorsqu'on élimine une tumeur du corps, le navire s'était débarrassé de son poison. À ce moment où la justice avait été rendue, il est impossible de décrire la paix que procurait cet instant. J'ai senti que cette porte d'ascenseur se refermait au nom de tous ceux qui avaient été victimes d'injustice et réduits au silence. L'avez-vous ressenti vous aussi? Lorsque cette porte s'est refermée, avez-vous dit au fond de vous tant mieux? Si oui, cette victoire est la nôtre à tous. L'amiral Bernard s'est tourné vers moi. Son visage sévère s'était adouci. « Colonel Renard, » a-t-il dit en me tendant la main. Le ministère avait raison. Personne d'autre que vous n'aurait pu accomplir cette mission. Au nom de mon navire et de mon équipage, je vous suis reconnaissant. Je lui ai serré la main. C'était mon devoir, amiral. Cependant, a ajouté l'amiral en montrant du doigt les nuages noirs qui s'amassaient à l'horizon à travers les immenses baies vitrées du pont. Notre travail n'est pas encore terminé. Martinet est parti, mais les dégâts qu'il a causés pourraient être plus importants que nous le pensions. Et il ne reste que 15 minutes avant le début de l'exercice. Nous devons préparer ce navire pour le combat. Vous êtes aux commandes, colonel. C'est vous qui avez mis en place le système, vous êtes le mieux placé pour le gérer. Je n'étais pas surpris. C'était ce à quoi je m'attendais. À vos ordres, amiral.
Ai-je répondu, et je me suis installé non pas dans le fauteuil du capitaine, mais à la table de commande des opérations, juste à côté. J'ai mis mes écouteurs. J'ai allumé le micro. À tous les postes, ici le colonel Renard. Ai-je dit. Ma voix a résonné dans tous les haut-parleurs du navire. Le système de navigation est en ligne. Les systèmes de ciblage sont en cours de calibrage. La période Martinet est terminée. Passons maintenant à l'action. Que l'opération Blue Horizon commence. Tout le monde a répondu d'une seule voix à vos ordres, colonel. Cette voix pleine de discipline et de confiance m'a rappelé que la véritable récompense n'était pas les médailles. Mais, lorsque j'ai mis le système à pleine puissance, un petit voyant rouge est apparu à l'écran, ce que Martinet considérait comme une erreur, et que j'avais d'abord pris pour une tentative de brouillage du système, cachait en réalité un autre fragment de code. Cela ne ressemblait pas à un code écrit par Martinet. C'était beaucoup plus complexe, beaucoup plus professionnel et c'était un algorithme basé sur le russe. J'ai dégluti. Martinet était-il seulement un voleur? Ou était-il devenu, sans le savoir, le pion d'un réseau d'espionnage international beaucoup plus vaste? Alors que le navire prenait la mer, je me suis rendu compte que la tempête ne faisait que commencer. L'ivresse de la victoire n'a duré que 3 secondes. La douce tranquillité procurée par l'arrestation de Martinet a fait place à une terreur glaciale dès que j'ai vu cette petite ligne rouge sur l'écran. Un bout de code en russe. Dans le cerveau du navire. Ce n'était pas l'œuvre d'un voleur. Martinet était un idiot cupide, certes. Il avait aveuglé le système pour détourner de l'argent. Mais dans son aveuglement, il était trop ignorant pour remarquer que quelqu'un s'était faufilé par la porte arrière. Il avait laissé la porte ouverte, laissant entrer non seulement le vent, mais aussi les loups. Colonel, dit le lieutenant à côté de moi. Un problème? La route a été mise à jour, les moteurs tournent à 80% de leur puissance. Je pris une profonde inspiration. L'amiral était toujours sur le pont. Je ne pouvais pas me tourner vers lui et lui dire « Monsieur, il y a un logiciel espion à bord et Moscou pourrait suivre notre position actuelle. » Cela aurait semé la panique à bord. L'exercice aurait été annulé. Pire encore, si l'ennemi se rendait compte que nous l'avions découvert, il pourrait bloquer complètement le système. Je devais garder mon sang-froid. Tout va bien, lieutenant. Ai-je dit en essayant de garder une voix normale. Je suis juste en train d'optimiser une trajectoire secondaire. Donnez-moi un accès direct au serveur principal. Et que personne, je répète, que personne ne regarde mon écran. C'est un calibrage très sensible. Le lieutenant ne se méfia pas. À vos ordres, colonel. J'ai ajusté mon casque et je me suis plongé dans mon propre monde, ce champ de bataille numérique. Ce logiciel, qui exploitait la faille de sécurité créée par Martinet, était de type observateur silencieux. Autrement dit, il ne perturbait pas le système, il se contentait d'écouter. Il copiait les coordonnées du vaisseau, l'état des systèmes d'armement et les fréquences radio, puis les transmettait à l'extérieur sous forme de paquets de données cryptées. Mais où? Plus nous approfondissions le code, plus la situation devenait effrayante. Les paquets de données n'étaient pas envoyés au serveur de la société Écran à Marseille, mais à un navire de recherche d'apparence civile naviguant en eau internationale au milieu de la Méditerranée. Martinet avait travaillé avec une société de conseil pour créer sa société Écran. Cette société était probablement une couverture contrôlée par les services de renseignement étrangers qui lui promettaient un paradis fiscal. Alors qu'il pensait voler 450 000 €, il avait vendu les plus grands secrets militaires de la France à l'ennemi sur une clé USB à 10 €. J'ai murmuré involontairement quel idiot, mais ce n'était pas le moment de l'accuser. Il restait 8 minutes avant le début de l'exercice. Si ce navire de recherche connaissait nos coordonnées de tir, il pouvait brouiller les fréquences des fausses cibles que nous utilisions pendant l'exercice, dévier la trajectoire des missiles et nous faire tirer sur nos propres navires alliés. C'était un scénario catastrophe. Je sais ce que vous pensez en ce moment. Pourquoi ne pas éteindre le système? Débranchez-le. Si seulement c'était aussi simple. Vous ne pouvez pas éteindre le système d'exploitation d'un navire de 42 000 tonnes équipé d'un réacteur nucléaire, en pleine mer, alors qu'il avance à pleine vitesse. Cela reviendrait à couper les moteurs d'un avion en plein vol. Vous vous écraseriez. Je n'avais qu'une seule chance, convaincre l'ennemi que ce qu'il voyait était réel. Mais en réalité, lui faire voir une illusion. Dans le monde cybernétique, on appelle cela un épo. J'allais leur préparer un piège alléchant rempli de fausses données. Je me suis immédiatement mis à coder. Mes doigts dansaient sur le clavier. Contrairement au mouvement lourd et grossier de Martinet, chacun de mes coups était chirurgical. J'ai masqué les données GPS réelles avec une couche virtuelle. Alors que le navire suivait en réalité une route nord-ouest, j'ai injecté dans le logiciel espion de fausses données indiquant que nous étions sur une route sud-est. J'ai écrit un patch indiquant que les systèmes d'armement étaient en mode passif, mais cachant en réalité que nous étions en mode combat total.
Le temps pressait. Le compteur dans le coin de l'écran indiquait 0h03:00. L'amiral Bernard s'est dirigé vers la vitre avant. Nous approchons de la zone de tir. Toutes les unités sont-elles prêtes? Nous sommes prêts, amiral, répondit l'officier d'armement. Mais il ne savait pas que si je ne terminais pas ce code dans les 3 minutes, Dieu seul savait où ces missiles allaient atterrir une fois lancés. J'ai écrit la dernière ligne. EXECUT-INGPROTOCOL GHOST LHIELD. Au moment où j'ai appuyé sur la touche Entrée, une petite case verte est apparue sur mon écran, flux de données manipulées. L'ennemi est trompé. J'ai poussé un profond soupir. Le poids invisible qui pesait sur mes épaules était plus lourd que le tonnage du navire. À ce moment précis, l'opérateur radar s'écria avec excitation. Amiral, nous avons un contact non identifié sur notre radar. À 12 000 allées. Cela ressemble à un navire océanographique civil, mais il a soudainement changé de cap et s'éloigne rapidement. J'ai souri. Ils avaient mordu à l'hameçon. D'après les fausses données que j'avais envoyées, ils pensaient que j'avais changé la trajectoire du navire pour les attaquer. Effrayés, ils s'enfuyaient. L'amiral Bernard leva ses jumelles, regarda vers l'horizon. Puis il se tourna vers moi. Il y avait un point d'interrogation dans ses yeux. Il avait compris que quelque chose clochait, que j'avais fait quelque chose. Mais il ne savait pas quoi. Colonel Renard, dit-il. Y a-t-il un lien entre la fuite de ce navire et le rythme rapide de votre clavier? Je me suis calé dans mon fauteuil. J'ai pris un air confiant, comme pour dire tout est sous contrôle. Il s'agit simplement d'un petit nettoyage du système, amiral, répondis-je. Il semble que certains parasites numériques présents sur le vaisseau aient préféré retourner à leur source. L'amiral sourit. Il avait compris. Il ne demanda pas plus de détails. Il se contenta d'acquiescer. Beau travail. Alors, feu à volonté. Alors que le ciel s'illuminait de flammes, je ne savourais pas ma victoire. Parce que mon esprit était toujours occupé par ces codes. La personne qui avait placé ce logiciel espion n'était pas aussi stupide que Martinet. Elle avait dû remarquer mon intervention. Et j'avais raison. Lorsque les missiles ont atteint leur cible, un nouveau message est apparu sur mon écran. Ce n'était pas une alerte système. C'était un message qui m'était directement adressé. Sur l'écran noir, une seule phrase s'afficha en lettres vertes: Belle manœuvre, colonel Renard. Mais ce n'était qu'un pion. Le roi est toujours sur l'échiquier. Mon sang se glaça. Il me connaissait. Il connaissait mon nom. Ce n'était pas une simple corruption de la part de Martinet. C'était un jeu lancé par quelqu'un qui avait un compte à régler avec moi. Et en montant à bord de ce navire, j'étais tombé droit dans le piège qu'il m'avait tendu. Martinet n'était-il qu'un appât utilisé pour m'attirer là-bas? Mes amis, parfois, lorsque vous résolvez un problème, vous ouvrez en réalité la porte à un problème bien plus grand. Aujourd'hui, j'ai sauvé un navire et envoyé un traître en prison. Mais il semble que je me sois retrouvé au cœur d'une cyberguerre internationale. Et la signature sous le message. Il n'y avait pas de signature. Juste un petit symbole. Un renard rouge. Mon nom de famille est Renard. Cela signifie renard. En français. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Maintenant, le navire revient au port. La mission est terminée. Tout le monde fait la fête. Mais mon combat ne fait que commencer. Je dois découvrir qui est ce renard rouge. Et pour cela, je vais devoir rouvrir les pages sombres de mon passé, ces vieux carnets que j'avais fermés à double tour. Êtes-vous prêts? Car l'histoire se déplace de la mer à la terre ferme, dans les rues sombres de Paris et dans mon passé. L'odeur du sel marin avait laissé place à celle, familière, des gaz d'échappement et de la pluie parisienne. En quittant le Charles de Gaulle en hélicoptère, je ne laissais derrière moi qu'un capitaine arrêté et un exercice sauvé. Je laissais derrière moi une énorme boîte de Pandore ouverte pour moi. Le renard rouge. Ce nom, ou plutôt ce symbole, était plus qu'un simple nom de code pour moi. C'était l'ouverture du couvercle d'une tombe que je croyais avoir fermée 10 ans auparavant, alors que ma voiture officielle se dirigeait vers le département de la guerre cybernétique, du ministère de la Défense que nous appelions entre nous la cage de verre. Mon esprit s'est envolé vers 2014, vers les rues enneigées d'Estonie. À l'époque, j'étais plus jeune. J'étais plus impulsif. Au nom de l'OTAN, j'enquêtais sur les cyberattaques en Europe de l'Est. Et mon seul adversaire était un hacker russe dont le nom de code était Volkov, mais qui signait toujours Renard Rouge. Je pensais l'avoir vaincu. J'avais détruit son infrastructure numérique, révélé son identité et l'avais envoyé dans la prison la plus sombre de Sibérie. J'avais entendu dire qu'il était mort, lors d'une bagarre en prison. Mais les morts n'écrivent pas de code, n'est-ce pas? Il était 2 heures du matin lorsque ma voiture est entrée dans le garage du ministère. Mon chauffeur a ouvert la porte. « Bonne nuit, colonel. Vous rentrez chez vous? » « Non, Jacques, répondis-je en serrant fermement mon sac. Pas de sommeil cette nuit. Je dois descendre aux archives. Au 4e sous-sol du ministère. C'était le château numérique le mieux protégé de France.
Après avoir passé le scanner rétinien, l'analyse vocale et le contrôle de la carte veineuse, je suis entré dans mon bureau. C'était beaucoup plus calme que sur le pont d'un navire, mais les guerres qui se déroulaient ici étaient beaucoup plus bruyantes. J'ai retiré ma veste. Sans même m'arrêter à la machine à café, je me suis dirigé vers le terminal principal. J'avais pris une copie du logiciel s'il observait. Du navire. Il était maintenant temps de le démonter et d'examiner son ADN. Les codes sont comme des empreintes digitales, mes amis. Chaque hacker chevronné a son propre style, sa propre signature. La manière dont il ferme les boucles, les noms qu'il donne aux variables, voire les espaces qu'il laisse, le trahissent. J'ai examiné ligne par ligne le code qui s'était infiltré dans le navire de Martinet. Et à la ligne 47, j'ai trouvé le détail qui m'a coupé le souffle. Un algorithme polygonal. Il s'agissait d'une méthode de cryptage géométrique extrêmement complexe, connue de 2 personnes seulement dans le monde. L'une d'elles était moi, parce que je l'avais inventée. L'autre était Alexei, c'est-à-dire le renard rouge, mon ancien partenaire, puis mon pire ennemi. Je le croyais mort. Mais ce code était son écriture. Et pire encore, ce code contenait un message qui m'était destiné. Le véritable objectif de Martinet en s'introduisant sur le navire n'était pas d'obtenir des secrets militaires. Son véritable objectif était de m'attirer sur ce navire. Il voulait me faire sortir de ma cachette, c'est-à-dire de mon bureau sécurisé, et m'attirer sur le terrain, où je serais une cible facile. Et il avait réussi. Pourquoi? Murmurai-je à moi-même. Pourquoi 10 ans après? Et pourquoi maintenant? À ce moment précis, le téléphone sécurisé de mon bureau sonna. Ce téléphone ne sonnait jamais. Seul le président ou le chef des services secrets pouvait appeler. La main tremblante, j'ai décroché le combiné. Colonel Renard. La voix à l'autre bout du fil n'était pas celle des autorités officielles que j'attendais. Une voix métallique et froide, déformée numériquement, résonna. Bienvenue à la maison, Élodie. La pluie parisienne t'a toujours bien réussi. Mon sang se glaça. Je reconnaissais ce ton de voix, même déformé. Alexei, toi. Ai-je seulement réussi à dire? Tu étais mort. Son rire était effrayant, même à travers la ligne déformée. Les légendes ne meurent pas, Élodie, elles renaissent. Tout comme le système de ce navire. Martinet n'était qu'un coup d'ouverture. J'ai sacrifié mon pion, car je voulais mettre mon fou en jeu. Que veux-tu? Demandai-je en durcissant le ton. Je me mis immédiatement à traquer l'adresse IP avec mon autre main sur le clavier. Je devais prolonger la conversation. Je devais le localiser. Ce que je veux? La justice. La même justice que celle que tu as rendue à Martinet sur ton vaisseau. Mais la mienne est un peu plus personnelle. La barre de progression avançait à l'écran, 40%, 50%. Tu me menaces, Alexei. N'oublie pas que je t'ai déjà battu une fois. Je peux le refaire. Ah, ma chère Élodie. Tu penses m'avoir battu parce que j'ai choisi de perdre. Mais cette fois, c'est moi qui fixe les règles. Et un petit conseil, les murs de ta cage de verre, dans laquelle tu te sens si en sécurité, ne sont pas aussi épais que tu le crois. La barre de suivi atteignit 90%. La position était sur le point d'être localisée. Où es-tu? Ai-je crié. Tu es près de toi, Élodie. Très près. Le suivi était terminé 100%. Un point rouge a commencé à clignoter à l'écran. Les données de localisation sont apparues sur la carte. Je n'en croyais pas mes yeux. Le point rouge sur la carte ne se trouvait pas dans la banlieue de Paris ni en Russie. Le point rouge indiquait précisément le bâtiment où je me trouvais, le ministère de la Défense. Pire encore, le point indiquait l'étage où je me trouvais. La voix au téléphone murmura « Tourne-toi ». J'ai laissé tomber le téléphone. Lentement, très lentement, je me suis retourné vers la porte vitrée de mon bureau. Le couloir était sombre. Seules les lumières de secours étaient allumées. Mais dans cette faible lumière, j'ai vu une silhouette se tenir juste derrière la vitre. Grande, vêtue d'un manteau. Et sur son visage, un sourire moqueur que je n'oublierai jamais, un homme qui me regardait. Alexei. Il était entré dans le ministère, dans la zone la plus sécurisée. Il a levé la main et a dessiné un petit dixième. Avec son doigt sur la vitre, juste à hauteur de mon cœur. Puis, les lumières de mon bureau se sont soudainement éteintes. L'obscurité. Une obscurité totale. Mes amis, parfois, l'endroit le plus sûr peut être votre tombe. Je pensais être un chasseur, mais en réalité, j'étais enfermé dans une cage depuis des années. Et maintenant, la porte de la cage s'est ouverte. Mais pas pour sortir, pour affronter ce qui est entré. Vous pouvez fuir votre passé, vous pouvez vous cacher, vous pouvez même croire que vous l'avez emprisonné. Mais un jour, au moment où vous vous y attendez le moins, ce passé frappe à votre porte. Ou, comme dans mon cas, il éteint vos lumières. Que feriez-vous à ma place? Vous êtes désarmé, vous êtes dans le noir et vous avez en face de vous l'ennemi qui vous connaît le mieux au monde. Vous fuiriez. Ou vous essayeriez de vous battre dans le noir?
Si vous voulez connaître ma réponse, installez-vous confortablement et attendez. Car ce soir, le sang coulera à Paris. Lorsque les lumières s'éteignent, le cerveau humain prend la décision de se figer ou fuir. En une fraction de seconde. J'ai choisi une troisième option, attaquer. Quand Alexei a dessiné le signe 10e et coupé les lumières, j'ai entendu le verrou de la porte s'ouvrir dans un bourdonnement numérique. Il n'avait pas d'arme. Du moins, il n'avait pas tiré. Cela signifiait qu'il voulait jouer avec moi, me tuer. Je me suis jeté au sol, sous ma lourde table en chêne. Ce n'était pas un réflexe de peur, mais une tactique. Une cible debout, même dans l'obscurité, se profile dans la lumière extérieure. Mais si vous êtes au sol, vous êtes invisible. La porte s'est ouverte. Je n'entendais pas de bruit de pas. Alexei marchait aussi silencieusement qu'un chat. Je ne percevais que le bruissement de son manteau et l'odeur du tissu trempé par la pluie. Il est entré dans la pièce. On joue à cache-cache, Élodie, dit-il dans l'obscurité. Le chef du département de guerre cybernétique de l'OTAN se cache sous la table. J'ai calculé d'où venait la voix. Elle provenait du côté gauche de la pièce, à côté des baies serveurs. J'ai lentement glissé ma main dans le tiroir sous mon bureau. Il n'y avait pas d'armes là-dedans. Il était interdit de porter des armes dans les locaux du ministère. Mais j'avais là un petit prototype que j'avais conçu moi-même, un brouilleur de signaux à haute fréquence. Une sorte de grenade numérique. Je t'entends, Alexei, dis-je en essayant de contrôler le tremblement de ma voix. La sécurité va bientôt arriver. Tu ne sortiras pas vivant de ce bâtiment. Il a ri. Ce rire froid et métallique. La sécurité? Qui crois-tu qui a désactivé les ascenseurs, les caméras et les alarmes? Il n'y a que toi et moi à cet étage en ce moment. Et crois-moi, la tempête qui fait rage dehors n'est rien comparée à ce qui va bientôt se passer ici. Soudain, l'écran d'ordinateur posé sur mon bureau s'alluma tout seul. Une lumière bleue et froide se répandit dans la pièce. Alexei se tenait juste en face de moi, de l'autre côté du bureau. Son visage était éclairé par la lumière de l'écran. Il avait vieilli, il avait une cicatrice sur le visage, mais son regard arrogant n'avait pas changé. Il tenait un disque noir dans sa main. « Tu te souviens de ça ?» dit-il. Je plissai les yeux. Ce disque. C'était le disque dur que nous avions saisi en Estonie il y a 10 ans, lorsque je l'avais arrêté, et qui avait été déclaré détruit. Il contenait les codes de toutes les infrastructures énergétiques européennes. Il avait été détruit. Dis-je en sortant de sous la table. Il n'y avait plus aucune raison de se cacher. C'est ce que tu croyais, dit Alexei en faisant tourner le disque entre ses doigts. Tu n'as jamais pensé que le ministère vous avait menti, Élodie. Ceux qui m'ont envoyé en prison sont aussi ceux qui ont volé ce disque pour le vendre au marché noir. Ils sont devenus mes partenaires pendant que j'étais en prison. Cette phrase m'a frappé comme un éclair. Martinet. Ce petit pot de vin sur le bateau. Tout était lié. Martinet n'était qu'un petit pion. Le véritable corrompu se trouvait bien plus haut. Dans mon propre ministère. Tu mens, dis-je. Tu essaies de m'embrouiller l'esprit. Alexei se pencha sur la table. Je t'ai apporté un cadeau, Élodie. Une dose de réalité. Il fit glisser le disque vers moi sur la table. Prends-le. Et regarde le dossier Protocole Oméga. Qui se trouve à l'intérieur. Tu verras alors que je ne suis pas le véritable ennemi. Je ne suis qu'un simple nettoyeur. J'ai tendu la main vers le disque. Mais dès que mes doigts l'ont effleuré, Alexei m'a saisi le poignet. Sa prise était d'acier. Mais avant, murmura-t-il, je veux que tu me promettes une chose. Quand tu verras la vérité, tu ne t'enfuiras pas. Tu te battras. Comme au bon vieux temps. Je l'ai regardé dans les yeux. Je n'y ai pas vu de folie, mais un étrange désespoir. Ce n'était pas le regard d'un traître, mais celui d'un homme trahi. À ce moment-là, le bruit de bottes lourdes et des grésillements de talkie-walkie se firent entendre dans le couloir. Violation de la sécurité. 4e étage. L'équipe d'intervention est en marche. Alexei lâcha mon poignet. Il recula rapidement. Le temps est écoulé, a-t-il dit. Ne leur fais pas confiance, Élodie. Surtout pas au commissaire Dupont. Dupont, mon mentor? L'homme qui m'a confié cette mission? Alexei courut vers la fenêtre de mon bureau. Nous étions au 4e étage. En bas, il n'y avait que du béton. Alexei, arrête. Ai-je crié. Mais sans hésiter, il brisa la vitre avec le coude de son manteau et se jeta dans le vide, dans la nuit orageuse. Je me précipitai vers la fenêtre. Je regardai en bas. Il n'y avait rien. Seulement le trottoir mouillé par la pluie. Ni cadavre, ni trace de sang. Comme s'il s'était évaporé dans les airs. À ce moment-là, la porte de mon bureau a été enfoncée dans un grand fracas. Une équipe d'intervention spéciale, en tenue complète et le visage masqué, a fait irruption dans la pièce. Les lasers des armes dansaient sur ma poitrine. Haut les mains. À genoux. Et derrière cette équipe, un homme en costume est entré lentement. Le commissaire Dupont. Son visage n'exprimait pas l'inquiétude, mais plutôt un froid calcul.
Son regard s'est d'abord posé sur moi, puis sur le disque noir posé sur la table. Élodie, dit-il d'une voix calme. Vous allez bien? Ou à l'agent russe? À ce moment-là, en un clin d'œil, j'ai tout compris. Alexei avait raison. Dupont ne se souciait pas de savoir si j'allais bien, mais si j'avais pris le disque. Son regard sur le disque n'était pas celui d'un sauveur, mais celui d'un criminel cherchant à dissimuler son crime. Je posai lentement ma main sur la table, vers le disque. Il s'enfuit, et je dis. Il a sauté par la fenêtre. Dupont s'est approché de moi. Et il t'a donné quelque chose? Dame donnée? Un dossier? Cette question était un arrêt de mort. Si je répondais oui, je ne sortirais pas vivant de cette pièce. Ils auraient rédigé un rapport disant tué par un agent russe. Qu'auriez-vous fait à ma place? À l'instant où vous comprenez que l'homme qui vous a élevé, que vous considérez comme votre père, est en réalité un traître à la patrie, auriez-vous menti ou auriez-vous affronté la vérité? J'ai pris le plus grand risque de ma vie. J'ai caché le disque dans ma main et j'ai menti en regardant Dupont droit dans les yeux. Non, répondis-je. Il a dit qu'il venait pour me tuer. Nous n'avons rien dit d'autre. Dupont marqua une pause. Son regard me balaya. Il se demandait s'il devait me croire ou non. Puis il sourit. Mais ce sourire était encore plus effrayant que celui d'Alexei. Très bien, dit-il. Vous devez maintenant vous reposer, colonel. Nous allons vous emmener dans un lieu sûr. Nous y prendrons votre déposition. Une maison sécurisée, c'est-à-dire l'endroit où l'exécution aura lieu. L'un des soldats derrière moi m'a pris par le bras. Marchez, colonel. Alors qu'on me faisait sortir du bâtiment, ce disque noir me brûlait la paume. Désormais, ce n'était plus seulement Alexei et moi, mais toute l'organisation qui était contre moi. J'étais devenu un fantôme dans mon propre pays. Si je montais dans cette voiture, je mourrais. Je le savais. C'est pourquoi, lorsque nous sommes arrivés au garage, j'ai fait la seule chose que je pouvais faire en cette nuit pluvieuse à Paris. Je me suis enfui. Mais comment? Mes mains n'étaient pas menottées, mais j'étais entouré de 4 soldats armés. C'est là que mon rôle de femme civile, à bord du navire, allait à nouveau entrer en jeu. Parfois, la meilleure arme est que l'ennemi vous croit faible. Lorsque Dupont m'a ouvert la porte pour que je monte dans la voiture, j'ai regardé le ciel. Il y a eu un éclair, et j'ai profité du bruit du tonnerre pour passer à l'action. Ce coup de tonnerre était mon signal de départ. Au moment où Dupont a ouvert la porte et m'a dit monte, j'ai retiré la goupille du petit prototype dans ma poche, c'est-à-dire la grenade numérique. Cet appareil n'était pas explosif, c'était un émetteur à haute intensité impulsion électromagnétique. Son rayon d'action n'était que de 10 mètres. Mais cela suffisait. Au moment où j'ai appuyé sur le bouton, le temps s'est comme arrêté. D'abord, un sifflement aigu a retenti dans les écouteurs des soldats à côté de moi. Puis, le moteur de la voiture officielle s'est arrêté et ses phares ont explosé. Et toutes les lampes fluorescentes de cette partie du garage se sont éteintes en projetant des étincelles. L'obscurité. Encore une fois, mon ami l'obscurité. Les soldats étaient aveuglés et avaient perdu l'équilibre à cause du sifflement dans leurs écouteurs. Que se passe-t-il? Je ne vois rien. Entendait-on crier? Moi, j'étais prêt. J'avais déjà plissé les yeux. J'ai donné un violent coup de pied dans le genou du soldat le plus proche de moi. Alors qu'il s'effondrait, j'ai pris non pas l'arme à sa ceinture, mais les clés de sa moto. Car dans cette ville, on ne peut pas s'enfuir en voiture, mais avec une moto, on peut se faufiler dans la circulation comme un fantôme. J'ai entendu Dupont crier « Ne tirez pas. Je le veux vivant ». Mais c'était trop tard. Je suis monté sur la moto. J'ai démarré le moteur et j'ai accéléré à fond vers la rampe de sortie du garage. Quelques balles tirées derrière moi ont rebondi sur l'asphalte mouillé et ont fait des étincelles. Lorsque je suis sorti dans les rues de Paris, la pluie me fouettait le visage. Mais j'étais libre. Du moins pour l'instant. Je me suis rendu dans le seul endroit où le ministère ne pouvait pas me suivre. Dans la banlieue de Saint-Denis, dans une cave située dans une ruelle où vivent de nombreux immigrés et où même la police hésite à s'aventurer. C'était un cybercafé clandestin utilisé par mes anciens amis hackers. En entrant, j'ai mis ma capuche. Personne ne m'a regardé. Ici, tout le monde était fantomatique. Je me suis assis devant l'ordinateur dans le coin. J'ai inséré le disque noir qu'Alexei m'avait donné dans le lecteur. Les mains tremblantes. J'allais enfin découvrir pourquoi Dupont voulait me tuer et pourquoi Alexei avait risqué sa vie pour venir me voir. Nom du fichier. Protocole OMEGA. Cracker, le mot de passe a été un jeu d'enfant pour moi. Mais quand le fichier s'est ouvert, ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Ce n'était pas seulement un dossier de corruption. Dupont et le consortium. Derrière lui ne vendait pas l'infrastructure énergétique de la France. Il planifiait un chaos contrôlé. Selon ce plan, dans les 24 heures à venir, les systèmes de refroidissement des 3 plus grandes centrales nucléaires françaises allaient faire l'objet d'une cyberattaque. Cette attaque allait provoquer le passage des réacteurs en mode urgence et leur arrêt. Résultat, une panne d'électricité totale pendant 48 heures dans toute la France.
l'effondrement de la bourse, le chaos. Et les associés de Dupont, en vendant à découvert leurs actions dans le secteur de l'énergie juste avant cet effondrement, auraient gagné des milliards d'euros. Alors que le pays serait plongé dans le noir, ils auraient enrichi leur fortune. Et le plus effrayant dans tout cela, savez-vous sur qui ils allaient rejeter la faute? J'ai ouvert le dossier bouc émissaire. Sur l'écran, à l'intérieur, il y avait ma photo. Et celle d'Alexeï. Le plan était le suivant, l'ancien agent russe Alexeï et sa complice, la traîtresse colonel Élodie Renard, ont plongé la France dans le noir pour se venger. Ils allaient nous déclarer terroristes et nous exécuter. J'ai frappé du poing sur la table. Bande de salauds. Mes amis, la trahison la plus douloureuse est celle qui se cache sous le masque du patriotisme. Dupont m'a utilisé pendant des années en me disant tu travailles pour ton pays. Alors qu'il préparait en même temps à vendre son propre pays. Il est actuellement 4 heures du matin. L'attaque commencera dans 5 heures. Je ne peux pas aller voir la police. Dupont est à la tête de la police. Je ne peux pas aller voir les médias. Il me traiterait de fou ou de traître. Je ne peux pas aller au ministère. C'est un piège mortel. Je n'ai qu'un disque, un ordinateur portable et ma colère. Mais ils ont oublié une chose. C'est moi qui ai créé ce système. Et si celui qui a construit un système lui déclare la guerre, ce système n'a aucune chance. J'ai sorti mon téléphone. Je n'ai pas composé le numéro d'Alexeï, mais la fréquence renard rouge qu'il m'avait donnée. Alexeï, ai-je murmuré. Je sais que tu es en vie. Je sais aussi que lorsque tu as sauté par la fenêtre, tu as calculé que tu atterrirais dans la benne à ordures en contrebas. Il y eut un bref silence. Puis j'entendis cette voix familière et moqueuse. Tu es en retard, mon partenaire. Le café est prêt, je t'attends. Où es-tu? Juste en face de la tour Eiffel. C'est de là qu'on a la meilleure vue. Que va-t-on regarder? Le spectacle que nous allons faire dans quelques instants, Élodie. Nous n'allons pas arrêter le protocole Oméga. Je suis surpris. Comment ça, on ne l'arrêtera pas? Millions de personnes vont se retrouver sans électricité. Non, répondit Alexeï. Si nous arrêtons le protocole, ils ne feront que le retarder. Nous allons le renverser. Nous allons retourner leurs armes contre eux. Les lumières ne s'éteindront pas à Paris cette nuit. Mais la carrière de certaines personnes sera définitivement compromise. Je sautai sur ma moto. La pluie avait cessé. Le ciel commençait à s'éclaircir. C'était la dernière bataille. Le colonel Élodie Renard était morte. Il ne restait plus que le fantôme. Et le fantôme partait à la chasse. Êtes-vous prêts pour la finale? Car dans la finale, nous allons faire un coup qui va bouleverser non seulement Dupont, mais toute la France. Et pour faire ce coup, j'aurai peut-être besoin de votre aide. Il est 8h59. Il reste exactement 60 secondes avant le début de l'attaque. Dans son luxueux bureau au ministère, j'imagine le commissaire Dupont attendant, une tasse de café à la main. Devant son écran, il est impatient de voir s'effondrer le réseau électrique français et gonfler les comptes bancaires. Alexeï est à mes côtés. Cet homme qui était mon ennemi il y a 10 ans est aujourd'hui mon seul allié. Le renard rouge. Et le fantôme. Alexeï m'a regardé. Tu es prête, Élodie? Une fois que nous aurons appuyé sur ce bouton, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Soit nous deviendrons des héros, soit nous deviendrons des apatrides. Je prends une profonde inspiration. Ils ont déjà vendu notre patrie, Alexeï. Nous allons simplement faire payer la facture à leur véritable propriétaire. Le compte à rebours sur l'écran est tombé à 0h05. 4. 3. J'ai vu Dupont envoyer la commande Start. 2. Le ver informatique s'est mis en route vers les centrales nucléaires. 1. Maintenant, ai-je crié. Alexeï et moi avons appuyé sur la touche Entrée. En même temps, à ce moment-là, aucune lumière ne s'est éteinte à Paris. Le métro n'a pas cessé de fonctionner. Les appareils des hôpitaux n'ont pas cessé de fonctionner. Mais une image est apparue en dernière minute. Sur les écrans des plus grandes chaînes d'information, des journaux et des services de police français. Nous n'avons pas arrêté le virus de Dupont. Nous l'avons redirigé. Nous avons détourné le code destructeur qui se dirigeait vers les centrales nucléaires vers les serveurs secrets de Dupont et du consortium. Dès que le virus a pénétré leur système, il a révélé tout ce qu'il cachait depuis des années. Les enregistrements audio, nous vendrons nos actions dès que l'électricité sera coupée. Les relevés bancaires, 50 millions d'euros, ont été transférés sur le compte des îles Caïmans. Et le faux dossier terroriste qu'ils avaient préparé à mon sujet. Tout, absolument tout, a été révélé en direct, sous les yeux de toute la France. J'aurais tellement aimé voir le visage de Dupont à ce moment-là. Il avait été touché par sa propre arme. Le pays qu'il voulait plonger dans les ténèbres était en train de découvrir ses sombres secrets. En 5 minutes, le bâtiment du ministère a été encerclé par la police. Dupont a été sorti du bâtiment, menotté dans le dos par la brigade spéciale en qui il avait tant confiance. J'ai ouvert la porte du minibus. L'air frais du matin du Trocadéro m'a frappé le visage.
Alexei était adossé à son siège, en train d'allumer une cigarette. Pas mal, mon pote, a-t-il dit en souriant. Je le regardai. Merci Alexei. Mais tu sais, je dois quand même t'arrêter. Tu es un fugitif. Alexei éclata de rire. Si tu arrives à m'arrêter, pourquoi pas? Et dans la brume matinale, il s'est fondu dans la foule et a disparu. Je ne l'ai pas suivi. Certains comptes étaient réglés. Et ensuite, que s'est-il passé? Je ne suis pas retourné dans la marine. L'amiral Bernard est venu en personne pour me rendre mon grade, il m'a même proposé une promotion. Mais cet uniforme me semblait désormais trop étroit. J'avais compris que je ne pourrais pas changer le système de l'intérieur. Martinet? En prison. Sa femme a divorcé et il s'est retrouvé sans le sou. Dupont? Condamné à la prison à vie pour trahison. Alexei? Personne ne sait où il est. Mais parfois, je vois un petit émoji renard. Inoffensif dans mon système et je comprends qu'il est en vie. Quant à moi, j'ai créé ma propre entreprise. Je ne protège plus seulement l'État, mais aussi toutes les personnes victimes d'injustice et de cyberharcèlement. Savez-vous quelle est la devise de mon entreprise? Ne soyez jamais ce que vous semblez être. Soyez plus que ce que vous semblez être. Cette histoire a commencé sur le pont d'un navire où j'étais considéré comme un stagiaire. Et s'est terminée par une révolution qui a changé le destin du pays. Quand on m'a demandé qui es-tu, je ne leur ai pas dit qui j'étais. Je leur ai montré. Il y aura toujours dans votre vie des gens qui vous méprisent, qui vous disent tu n'y arriveras pas, qui essaient de vous enfermer dans une boîte. Ne vous fâchez pas contre eux. Ne discutez pas avec eux. Faites simplement votre travail du mieux que vous pouvez, rassemblez vos forces et attendez le bon moment. Car la plus grande vengeance, c'est le succès. Et la plus grande force, c'est cette tempête silencieuse que vous déclenchez au moment où personne ne s'y attend. Je m'appelle Élodie Renard. Voilà mon histoire. Et vous, quand votre tempête éclatera-t-elle? Si vous m'avez accompagné dans ce voyage et que vous avez pris plaisir à voir la justice être rendue, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Et écrivez dans les commentaires qui est le capitaine Martinet dans votre vie, et comment lui avez-vous donné une leçon. À bientôt dans le prochain dossier.